#TDAH. Ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est défini par des symptômes d'inattention associés ou non à des symptômes d'hyperactivité motrice et d'impulsivité. #TDH, le podcast des dispersés hyperactifs qui parlent de leur singularité. #TDH. Classé dans les troubles du neurodéveloppement, ce handicap est souvent caricaturé comme un manque de volonté, une simple hyperactivité, une petite difficulté d'attention. Cette différence invisible est beaucoup plus nuancée. Elle a des conséquences tant dans la sphère professionnelle que la sphère personnelle. Diagnostiqué sur le tard, on parle souvent d'une claque. Celle de mettre en mots un décalage de parfois plusieurs décennies. Puis vient le temps de l'observation et de la prise de conscience. Des outils sont mis en place pour tenter d'apprivoiser, voire de dompter la structure de son fonctionnement. Et puis il y a le quotidien puissant, intense, émotif, sensible. Ça déborde de vie, ça passe du rire aux larmes. Et c'est aussi des situations burlesques. L'autodérision est ici un chemin pour s'accepter et transformer cette singularité en force. C'est ce que j'ai à cœur de vous proposer avec mes invités. Belle écoute. On est parti ? On est parti. Alors, action. C'est parti. Bah non, surtout pas avec les TDAH, on est en plein dedans. Bonjour Marion, bienvenue dans cet épisode de #TDAH. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Comment tu décrirais ton TDAH en quelques mots ? Alors il y a une petite phrase que j'avais vue qui m'a fait tilter. C'est la phrase mon cerveau est comme un navigateur web, 15 onglets d'ouvert en même temps, 3 sont gelés et je n'ai aucune idée d'où vient la musique. Ça me donne vraiment cette impression-là, quoi. C'est-à-dire que tu vas te lancer dans plusieurs tâches à la fois sans savoir pourquoi tu t'es lancé dans toutes ces tâches à un moment donné. Exact. Je rebondis sans cesse sur plein d'idées. C'est un espèce de grand manège. Tous les jours, le manège change. Donc tous les jours, des nouvelles idées qui viennent et il faut arriver à faire le tri et à rester focus, ce qui est très compliqué. Comment quand on a préparé l'interview, tu me disais que toujours senti un petit peu en décalage avec des troubles anxieux dans ta vie, Oui. Par cycle on va dire, et comment t'en es arrivée à venir au diagnostic ? Alors, donc effectivement, j'ai fait pas mal de psychothérapie. Et puis, au bout d'un moment, je trouvais qu'il y avait encore un truc qui me manquait. Et en discutant avec des amis qui, eux, ont été diagnostiqués, ils m'ont dit on te reconnaît quand même vachement dans beaucoup d'éléments, tu devrais quand même explorer cette piste. Et donc, du coup, chez moi, tout est un peu lent à mettre en place. Mais donc, j'ai réussi à prendre rendez-vous chez un psychiatre spécialisé dans le TDAH, parce qu'en général c'est là où il faut aller, et on a commencé donc l'analyse, et effectivement ça s'est révélé positif, puisque sur les notations en gros j'étais à 7/9 sur l'attention et l'hyperactivité, alors que je ne me pensais pas du tout hyperactive. Tu as 45 ans ? Oui. Et tu as eu les résultats fin décembre, janvier de cette année, donc ton diagnostic il est tombé il y a 2 mois. Oui, tout à fait. Comment t'as vécu, comment t'as reçu ce diagnostic ? Eh ben, alors quelque part, étrangement, ça fait plaisir, parce qu'on se dit peut-être que tout ce qui se passe dans ma tête a peut-être une raison d'être cliniquement parlant, on va dire. Mm-hmm. Et ouais, ça m'a apaisée. Après, j'ai l'impression que c'est aussi le départ de quelque chose de nouveau et qu'il va falloir aussi mettre en place plein de stratégies pour essayer de calmer ça, parce que c'est quand même une source d'anxiété. Alors, comment tu dirais que ça... On va aller un petit peu dans le détail du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Tu disais justement à l'instant que tu considérais que tu n'avais pas de trouble de l'attention. Est-ce que le fait d'avoir le diagnostic, ça t'a permis de revoir un peu la perception que tu avais de toi et de ton fonctionnement ? Oui, en hyperactivité, oui, en fait. Je me suis rendu compte du nombre de fois où je bouge mon corps, mes mains, etc., où je me touche, où je me gratte, ou des choses du style que j'interprétais pas. Pour moi, quelqu'un d'hyperactif, c'était quelqu'un qui sautillait tout le temps, ce qui n'est pas mon cas.
Mais en fait, si, je micro-sautille un peu partout sur mon corps, en fait. Ok. C'est plus ça. Et tu dirais qu'en termes de sensations corporelles, en fait, tu as besoin d'être constamment en mouvement. Ça te permet de canaliser quelque chose intérieur. Oui, ça m'aide. Genre la marche, le sport. Il faut que j'en fasse un petit peu plus. Mais oui, complètement. Ça me vide. Ça m'aide à me... À décharger le trop-plein d'énergie. Exactement. Ou de penser surtout. C'est surtout les pensées. Chez moi, c'est un truc qui est récurrent, c'est les pensées qui viennent s'entrechoquer. Un truc va me faire penser à un autre truc, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça peut être sans fin. Et des fois, c'est épuisant. Sur le trouble de l'attention, tu considérais avant que tu étais quelqu'un de dispersé ou tu avais vraiment évalué que tu avais un trouble de l'attention? J'arrivais pas à le nommer, mais je pense que c'est un peu ça. Toutes ces idées, pour moi, c'est un problème aussi attentionnel, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal à rester focus sur une seule chose et pas partir dans tous les sens, quoi. Et c'est en ça que l'attention, ou même me concentrer qu'à une tâche, souvent j'arrive à le faire que quand je suis dans un stress et une obligation de rendu pour pouvoir arriver à... Oui, c'est ce que tu disais en préparant l'entretien. Finalement, la posture hyper focus, toi, il te faut de la pression et une deadline un peu courte pour que finalement tu te mettes en mode concentration pour avoir des rendus. Mais ça a un coût en termes d'énergie parce qu'après, t'es lessivé du coup. Ouais, et puis tout le temps où je fais pas le truc, j'ai le remords de me dire mais pourquoi tu fais pas la tâche? Tu rumines. Dépêche-toi, il te reste plus que X heures ou X jours, etc. quoi. Donc c'est éprouvant dans tout le process en fait. D'accord. Ok. Sur émotionnellement, comment tu te décrirais? Je dirais que je suis comme une fête foraine. Il y a des hauts, des bas. Et en général, c'est des extrêmement hauts et des extrêmement bas. C'est dur. Le milieu est quelque chose de difficile à atteindre en fait. Bah, ouais. Je suis souvent emportée par mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et malheureusement, quand elles sont négatives, des fois c'est très dur de prendre conscience, d'arrêter la spirale. Ouais. Parce que évidemment, quand on est dans la joie et l'euphorie, c'est pas grave quoi. Ça peut rester longtemps. Mais le négatif, c'est là où c'est le plus dur d'arrêter le flow quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as mis en... Alors, tu es quand même là dans la phase de prise de conscience. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà mis en place par rapport à ces trois Alors, sur les conseils de ma psychiatre, donc elle m'a conseillé de continuer des analyses, enfin je veux dire la psychanalyse, et de faire plus de sport. Alors ça c'est vrai que j'en fais pas assez, je veux le strict minimum, donc ça je pense que ça y est. J'ai fait le processus parce que comme je te disais tout à l'heure, mes processus sont assez longs à mettre en place. Donc là ça y est, j'ai contacté une amie avec qui est motivée pour aller à la salle avec moi parce que c'était important, parce que si j'y fais seule, je sais que c'est dur pour moi de trouver l'énergie d'y aller seule. Donc voilà, donc là j'ai trouvé une amie, on va aller faire plus de sport. Et puis la prise de conscience surtout quoi. Essentiellement en fait, essayer de me rendre compte de quand je suis dans des états d'hyperattention ou de... Ouais. Voilà. C'est vraiment... alors ça me parle parce que le diagnostic pour ma part est aussi très récent. Cette première phase de prise de conscience, selon les thérapeutes, elle est très longue. Déjà de comprendre sa structure, de comprendre quand est-ce que tu es en hyperactivité et que tu as besoin de décharger de l'énergie. Sur la sensibilité émotionnelle, c'est capter que tu es dans des cycles d'intensité et voir comment tu peux réguler. Et enfin, sur le trouble de l'attention, d'essayer de repérer à la fois, tu le disais, quand tu es en hyper-focus et quand tu décroches. Ouais. Sachant qu'on décroche super vite. On décroche super vite, puisque n'importe quoi est source de distraction. De distraction et de... Voilà. D'ailleurs, j'ai enlevé mes lunettes pour être concentrée pleinement sur toi. Sinon, j'y arriverais pas, parce que je vois qu'il y a des choses derrière avec David Bowie. Ouais. Je suis en train de me raconter... tu vois, on était en train de parler tout à l'heure et j'étais en train de me raconter quelle est l'histoire de ce qui est affiché avec David Bowie. Mais vous ne le saurez pas, chers auditeurs. On va recentrer sur toi, Marion. Tu as pensé aux médicaments? Vous en avez parlé? C'est une solution qui te... Oui, alors elle m'a dit que c'était quand même pas la première chose à mettre en place. C'était vraiment plus parce que les TDAH, souvent, ils ont des problèmes dopaminiques. Donc
La mise en place de sport peut quand même vachement aider à réguler. Ouais. Et que si tout ça, le sport, la psychothérapie, etc., ne fonctionnait pas, on pourrait penser à de la médicamentation. Voilà, ce qui m'intrigue beaucoup quand même, je dois avouer. Parce que mes amis qui m'ont mis aussi sur la piste du TDAH, eux sont médicamentés et ils m'ont dit que ça avait un peu changé leur vie. Ok. Donc j'aurais envie de tester, voir si ça change la mienne ou pas. Oui, en soi, c'est pas une fin en soi de prendre du médicament à vie, mais c'est plutôt de tester pour voir ce serait quoi un état où je suis concentrée, où j'ai plus de clarté, et où finalement l'énergie à canaliser, elle est plus posée. Ce serait plutôt ça l'approche. Exactement. Avec un accompagnement en parallèle. Bien sûr. Ok, très bien. Alors tu disais en préparant l'interview que dans le perso, tu étais plutôt satisfaite de ta vie personnelle parce que tu as réussi à construire des relations amicales fortes dans ta famille, il y a un noyau fort. En tout cas, tu te sens épanouie de ce côté-là. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas trop ressenti ça. En ce qui me concerne, le problème serait plutôt dans l'univers du travail. Ok, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors c'est typiquement, je m'ennuie vite dès que je vais prendre un poste. Rester 3-4 ans dans une entreprise, c'est le maximum, sinon après je m'ennuie. J'ai besoin tout le temps de nouveautés. J'ai besoin, que ce soit des interlocuteurs, des logiciels, peu importe, des produits. J'ai tout le temps besoin d'être dans du nouveau, dans du renouveau, et je m'ennuie vite, quoi. Et ce qu'on évoquait en préparant l'interview, c'est que finalement, dans ton CV, tu as fait énormément de choses. Oui. Et que ça rassemble finalement des compétences qui pourraient être transférables d'un secteur à un autre, d'une mission à une autre, parce que tu disais, moi j'aime la nouveauté et je ne suis pas effrayée par le fait de passer à 180 degrés. Et ça, c'est des profils qui sont assez agiles, qui s'adaptent, qui sont pas en difficulté avec la nouveauté. Et c'est des choses, en tout cas, qui sont fréquemment rapportées par les TDAH, c'est qu'ils ont fait énormément de choses, mais c'est le fil conducteur qui est parfois difficile à trouver. C'est plutôt un profil qu'une liste d'expériences. C'est ça. Et j'ai toujours peur que ça effraie les employeurs ou que eux ne voient pas le fil. Mais donc voilà, moi je suis quelqu'un qui adore le challenge, la nouveauté. Donc, Mais tu disais à l'inverse que tu n'aimais pas l'imprévu. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Je déteste par exemple si j'ai planifié de faire quelque chose un week-end et que pour une raison X ou Y les choses changent ou tout à coup il y a quelqu'un qui veut venir ou... Enfin, ça me met dans un état de panique et j'ai du mal à accepter le changement immédiat, quoi. C'est quelque chose qui est extrêmement anxiogène. Et il peut m'arriver de dire non juste par principe de laisser le temps à mon cerveau d'imprimer la nouvelle. Ok, ouais. Donc, on dirait que pour le travail, la nouveauté, c'est la nouveauté intellectuelle qui t'intéresse, la stimulation intellectuelle, mais qu'en termes de planning, c'est comme si on bousculait ton itinéraire et qu'il y avait tout à refaire. Ah ouais, c'est ça qui te parle ? Ouais, c'est terrible. Autre chose à dire sur le professionnel qui serait aidant pour nos auditeurs ? Je dois avouer que du fait du TDAH, on peut obtenir une RQTH. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut se dire, mais voilà, avec l'appui du médecin et du psychiatre, on peut monter un dossier pour avoir une reconnaissance de travailleur handicapé. Sur cette RQTH, on peut avoir, par exemple, le fait d'avoir des horaires aménagés. On peut aussi avoir la possibilité d'être coupé des autres dans une pièce où on peut être seul. Et ça peut, des fois pour la concentration, ça peut quand même être super utile. Voilà. Est-ce que, alors, on a évoqué la prise de conscience qui est une première étape en soi, mais est-ce qu'il y a des outils, des tips que tu pourrais donner aux auditeurs de choses qui marchent pour toi sur les différents aspects de ton TDAH ? J'avoue que comme c'est un peu récent, je me sens pas encore dans la légalité de donner des super tips. Tu te sens pas légitime pour donner des tips ? Non, pas vraiment, pas encore. Le seul truc déjà, c'est la prise de conscience. Ouais. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire et voilà, c'est de se rendre compte quand on commence à se sentir partir dans les spirales, que ce soit
Par exemple, moi j'adore me ronger les ongles dès que j'ai une petite angoisse ou des choses comme ça. De se dire, attends, là t'es en train de faire quoi? Stop. Fais autre chose, occupe tes mains différemment, prends un crayon, fais un dessin, ou enfin voilà, j'ai un parcours un peu artistique, donc j'avoue que ça m'aide beaucoup, puisque dans les moments artistiques où je suis en création, étrangement tout se coupe et je suis super concentrée. Les idées ne fusent plus. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Quand tu es en train de dessiner, ça me parle parce que j'ai la même sensation de flow quand je peins. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment c'est quand tu dessines? Comment tu te sens? Ben, je me sens bien, je me sens à ma place. et en fait, je laisse ma main guider mon trait et il n'y a plus rien qui vient me parasiter, quoi. Le seul truc qui vient me parasiter, c'est souvent genre, est-ce que j'ai fini mon dessin? Est-ce que je peux en faire plus? Et là, ça s'arrête. Mais en tout cas, tu es hyper concentré sur le dessin en lui-même, ouais, je suis pas hyper sur concentrée. l'extérieur qui viendrait te parasiter ou te polluer. Exactement. Et tant que j'ai pas fini, c'est pas possible d'arrêter. #TDH. Une anecdote que tu pourrais nous raconter sur le TDAH? Et alors, prends ton temps, elle est délicieuse. Techniquement, dès que je commence à faire le ménage, je crois que c'est là où je le ressens le plus. C'est-à-dire que, par exemple, je vais sortir mon aspirateur, je vais me pencher pour aller aspirer sous un meuble, m'apercevoir qu'il y a une tache, me dire que cette tache doit disparaître, aller chercher mon éponge, me mettre à nettoyer la tache, me relever, m'apercevoir qu'en fait il y a de la poussière pas très loin sur le meuble d'à côté, aller chercher mon chiffon, et ainsi de suite. Et au final, je fais tout à moitié. Et j'ai du mal à finir mon cycle ménage et je suis partie dans tous les sens, quoi. Je peux refaire les interrupteurs, je peux me dire tiens, il y a des taches là, il faut que je prenne mon vinaigre blanc pour aller les enlever. Et puis après, tiens, j'ai plus de vinaigre blanc dans ma bouteille, je vais remettre du vinaigre. Et puis non, je l'ai pas, il faut que je le mette sur ma liste de courses. Et puis après je vais dire dans ma liste de courses, c'est vrai qu'il me manquait ça. J'ai vu qu'il y avait plus de savon, j'ai vu qu'il y avait plus de café. J'étais partie, quoi. Et c'est fini, quoi. Et à la fin, au final, quand je m'arrête, j'ai fait la moitié de mon ménage et je suis juste trop fatiguée pour le finir, quoi. Et ouais, t'as pas passé l'aspirateur au final? Non, un petit bout. Voilà. Ouais, ça me parle ce que tu dis quand on se lance dans une tâche, potentiellement, elle peut prendre une ampleur projet, quoi. C'est-à-dire que t'as décidé de passer l'aspirateur et au final, c'est tout le ménage de la baraque, c'est le ménage de printemps, mais un mercredi matin alors que t'avais prévu qu'un quart d'heure pour ça. Exactement. C'est ça. Une question qui me vient là comme ça, sur la gestion du temps. T'es comment avec la gestion du temps? Alors, j'ai du mal, je dois avouer, et heureusement, j'ai une amie qui vient m'aider pour m'aider à structurer mon temps. Donc, on se prend 1 heure par semaine. Génial. Ouais. Et j'organise ma semaine avec elle comme ça, parce que sinon, je pars dans tous les sens. Et plus la tâche est précise, et mieux je l'accomplis, quoi. Ok. Plus quelque chose est flou. C'est vague. C'est de l'horreur pour moi, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait en préparant l'interview, c'est qu'à partir du moment où il y a une décision à prendre, il y a tout un itinéraire qui se refait, et donc il faut limiter au maximum la prise de décision. C'est ça. C'est ça? Ça te parle? Ah ouais, complètement. Il faut vraiment que plus c'est structuré, alors que dans l'absolu, dans mon cerveau, plus on est structuré, plus on est un peu rigide, plus on est un peu... il y a quelque chose, une connotation négative qui vient avec, mais en fait, si j'ai pas ça, je suis un électron libre, quoi. Je fais tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de sens, de logique. Et les trucs peuvent s'enchaîner comme ça sans que j'arrive à les contrôler, en fait. Et sur la ponctualité, tu dirais que tu es quelqu'un de ponctuel? Alors, je suis quelqu'un de super ponctuel parce que ça me provoque un stress énorme à l'idée d'être en retard. Ok. Alors, je sais pas si c'est lié à l'éducation, certainement. Mais arriver en retard, que ce soit à l'école, à un rendez-vous, je sais pas moi, au travail, etc., c'est hyper anxiogène pour moi. Donc, il faut que je sois ponctuelle. Quitte même à prendre genre des marges de folie. D'accord. Je peux prendre 1 heure pour un trajet de 20 minutes. Ok. Et comme ça, je suis sûre que je vais arriver à l'heure. Ok. Et c'est pas grave, je m'occuperai dans la voiture. Il y a toujours un truc à faire. Oui, il y a toujours un truc à faire, à penser, à réfléchir. Donc voilà. #TDH. Alors, c'est le mot de la fin, c'est peut-être si tu avais un dernier conseil à donner à ceux qui hésitent à se faire diagnostiquer ou à ceux qui le sont déjà.
ce qui te vient, ce que tu as envie de transmettre et de partager dans cette interview. Alors, pour ceux qui hésitent, n'hésitez plus, allez-y. Alors, je sais que ça prend du temps, prenez le temps qu'il faut, mais commencez mentalement à faire le chemin dans votre tête. De prendre ce rendez-vous avec ce psychiatre spécialisé. C'est important peut-être de préciser que de choisir un thérapeute déjà qui nous convient, mais qui ait une connaissance sur les TDAH, parce que tous ne le font pas. Tous ne le font pas, et ça peut potentiellement partir dans tous les sens sans partir finalement de la structure même du TDAH. Donc faire la recherche. De commencer cette recherche. Souvent quand on en parle finalement autour de nous, c'est là où on se rend compte, comme avec mes amis là, où ils ont pu me dire mais tiens, fais cette démarche. Donc parlez-en aussi, peut-être qu'il y a des gens TDAH autour de vous, vous ne le savez pas, ou si vous avez une petite idée de qui pourrait l'être, si vous êtes reconnu dans les descriptions, vous me dites ah ben ça me fait penser à un tel, ou ça me fait penser à un tel. Donc voilà, donc peut-être qu'ils peuvent vous aider aussi à trouver quelqu'un suivre le même chemin qu'eux. Et pour ceux qui le sont déjà, je sais pas, on peut peut-être créer un groupe un peu comme les alcooliques anonymes, les TDAH anonymes, pour venir s'entraider. J'avoue que c'est hyper, de t'avoir rencontré, ça m'a fait du bien, de me dire ok, je suis pas seule, on est plusieurs dans ce cas, et c'est hyper intéressant après de voir ce que les gens mettent en place. Qu'est-ce que toi t'as mis en place, comment toi t'as fait, qu'est-ce qui t'apporte le plus, qu'est-ce qui te calme le plus. Voilà, moi je trouve ça hyper enrichissant de pouvoir échanger, quoi. Ouais, je trouve c'est marrant que tu dises les TDAH anonymes, parce que justement moi quand j'ai appris le diagnostic, il y a eu une forme de honte, tu vois, à dire est-ce que j'en parle et est-ce que je vais pas me griller, notamment dans le milieu professionnel. Bon, mes amis ils étaient pas surpris, et ça donne place à plus d'authenticité, tu vois, parce qu'il y avait pas, j'ai encore pas mal de masques, mais finalement je me suis dit ok, je vais oser en parler dans le milieu professionnel et on verra bien ce que ça peut faire. Et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait pas mal de gens qui étaient diagnostiqués, ou qui se reconnaissaient dans le parcours que je décrivais, et ça n'a apporté que des bonnes choses, tu vois, le fait de pouvoir en parler, en tout cas dans le milieu professionnel, où certains qui sont plus avancés, tu vois, par rapport à leur diagnostic et leur prise de conscience, t'en parles t'abordes avec beaucoup de bienveillance, tu vas voir, ça va bouger, la prise de conscience, ça prend du temps, et donc de ne pas avoir honte finalement de parler de ça, parce que ça libère énormément de pouvoir en discuter. Et effectivement, de pouvoir parler avec des gens qui ont un fonctionnement similaire, je trouve que ça rassure. Ça rassure, et ça apporte de la légèreté. Tu vois, sur le ménage, mais moi ça me fait trop plaisir que tu parles du ménage, parce que ça me parle. Moi, pour le bricolage, mais je me lance même pas dans le bricolage, parce que si je vois dans ma maison tout ce que j'ai à faire en bricolage, en fait, c'est terminé. Et le fait d'avoir ces petites anecdotes de ah oui, toi aussi tu vis ça comme ça, ça fait vraiment du bien. Oui, je trouve aussi. N'hésitez pas à en parler. Ou de laisser vos coordonnées en commentaire du podcast, voilà, pour s'il y a des gens qui sont motivés pour créer un groupe d'échange, effectivement ça peut se faire. Marion, merci. Avec plaisir. Et bon courage pour la suite. Merci, toi aussi. Au plaisir. À très bientôt. Au revoir. #TDH.